Zone Actu, tout de suite les journaux. À la une de ce journal, ouverture ce mardi 17 février 2026 de la table ronde sur la protection des services de santé et autres services essentiels en période des conflits. À Kinshasa, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de renforcer la coordination avec ses partenaires humanitaires pour garantir un accès effectif et durable aux services essentiels pour les populations les plus vulnérables. En justice, Guillaume Nguiefa est à Mbuji-Mayi pour évaluer l'administration de la justice dans cette province. Il a eu à échanger avec le gouverneur sur les défis à relever pour une bonne administration de la justice dans la province du Kasaï oriental. Et à quelques heures de l'annonce officielle, le musulman du Haut-Katanga reste dans l'attente de l'apparition du croissant linéaire marquant l'entrée dans le mois de Ramadan. C'est tout pour les sommaires, les détails dans ce journal. La table ronde sur la protection des services de santé et autres services essentiels en période de conflit s'est ouverte ce mardi 17 février à Kinshasa sous la conduite de la Première ministre Judith Suminwa. Ces assises réunissent le gouvernement congolais, l'Union européenne et la Comité international de la Croix-Rouge. Elles ont pour objectif d'identifier des mécanismes concrets visant à garantir la continuité des services essentiels dans les zones affectées par les conflits armés, notamment dans l'est de la RDC. Dans son intervention, la Première ministre a réaffirmé l'engagement des autorités congolaises à respecter les droits internationaux humanitaires, en particulier la protection des civils, du personnel de santé et des infrastructures vitales. Elle a par ailleurs indiqué que la recommandation issue de ces travaux seront examinées par la task force gouvernementale compétente en vue d'identifier des mesures concrètes, y compris la possibilité d'un compact santé destiné à assurer la continuité des services essentiels dans les zones de conflit. La République démocratique du Congo est marquée par des défis sécuritaires persistants, notamment à l'est de notre pays, où des forces négatives, dont le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23, principalement dans le nord et le sud Kivu, continuent de menacer la stabilité, la sécurité des populations et l'intégrité de notre territoire. Notre pays traverse une crise humanitaire complexe et prolongée, marquée par des déplacements massifs de population, cela a été dit, des risques élevés pour la protection des civils et une pression croissante sur les services de base, notamment la santé, l'accès à l'électricité, ainsi que l'accès à l'eau potable. Dans ce contexte, la continuité des services essentiels dans les zones de conflit constitue une priorité absolue pour préserver la vie. Après la table ronde, une séance de travail a été tenue avec une délégation de l'Union européenne conduite à Djalabib, commissaire européenne chargée de l'égalité, de la préparation et de la gestion des crises. Celle-ci a annoncé qu'elle va conduire en ces mêmes jours une mission humanitaire au Burundi où se trouve le réfugié congolais. Ministre, j'ai échangé aussi ensuite lors de notre bilatéral sur ma mission en République démocratique du Congo, qui s'accompagnera d'ailleurs d'une visite au Burundi. Je me rends tout à l'heure, ce soir même, au Burundi et ensuite à Goma. L'objectif de cette visite, c'est de faciliter le travail des acteurs humanitaires qui est rendu extrêmement difficile dans l'est de la République démocratique du Congo à cause de l'occupation de Goma, de l'insécurité qui règne à Uvira. Nos acteurs humanitaires peinent
à parvenir à toucher les populations qui sont en attente de cette aide. Il y a à peu près aujourd'hui 14 millions de Congolais qui dépendent entièrement de l'aide humanitaire, et particulièrement évidemment dans l'est de la République démocratique du Congo, où la RDC fait face à une crise humanitaire persistante aggravée par l'agression rwandaise dont sa partie orientale est marquée par des déplacements massifs de population ainsi qu'une forte pression sur les services de base, notamment la santé et l'accès à l'eau potable. Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa, est arrivé ce mardi 17 février en Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kassai oriental, pour évaluer les fonctionnements et les conditions de travail dans son secteur. Dès son arrivée, il a échangé avec le gouverneur sur les défis à relever pour une bonne administration de la justice dans la province du Kassai oriental. Je suis venu en mission d'évaluation de la manière dont l'administration de la justice est rendue dans cette contrée. Nous sommes, comme ministre, nous sommes embarqués dans des réformes, et les réformes ne peuvent pas être menées à bien si on n'a pas la réalité des besoins réels en matière de justice. J'ai vu le gouverneur qui m'a briefé assez rapidement sur le défi en matière de l'administration de la justice. Je pense que lorsqu'on va aller à Kabea, Kamanga, ça va nous permettre de voir, de toucher la réalité du fonctionnement d'un tribunal de paix ici. Et demain, on va visiter aussi la prison. Et aussi le parquet et le palais de justice pour voir dans quelles conditions les magistrats travaillent. Durant son séjour, Guillaume Ngefa veut palper du doigt les réalités des différents services, juridictions et maisons carcérales de cette province. La loi sur les personnes de troisième âge suit son parcours au niveau de l'Assemblée nationale. Débattue en plénière à la Chambre basse du Parlement, cette proposition de loi a été renvoyée au niveau de la commission socio-culturelle pour toilettage. C'est justement dans le cadre de ces toilettages que les contributions d'autres acteurs sont attendues, notamment celle de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, qui a sillonné le pays pour recueillir les desiderata de personnes de troisième âge vivant en province. D'une manière générale, partout où nous allons, prise en charge sur le plan médical, surtout parce qu'avec ces problèmes de géatrie là, on sait qu'il n'y a pas vraiment de spécialistes, des médecins qui s'occupent spécialement de personnes âgées, c'est déjà un problème. Donc avec la loi, je pense que le gouvernement se verra obligé en quelque sorte de faire quelque chose pour que ces personnes, parce que c'est un rendez-vous de tout le monde. Quand on s'occupe des personnes âgées aujourd'hui, c'est nous occuper de nous-mêmes en fait. La Commission nationale des droits de l'homme s'est impliquée dans cette initiative pour fédérer les acteurs pour parvenir à l'adoption de cette loi. La présence de la CNDH rassure les uns et les autres, notamment l'organisation non gouvernementale Inspire. Ce que nous faisons, ceux qui sont bénéficiaires, c'est la population de manière globale. Parce que vous savez, la vieillesse, c'est un rendez-vous pour tous. Et il est important que chaque Congolais puisse s'approprier de cette initiative et que les législateurs, nos députés puissent examiner cette question pour que nous puissions être dotés de cette loi catégorielle, parce que nous ne serons pas les premiers. Il y a d'autres pays africains qui ont déjà... Le ministre des Affaires sociales est aussi impliqué dans ces chantiers de la loi des personnes de troisième âge. Le directeur national chargé de l'encadrement de personnes de troisième âge a pris part à l'échange des séjours à la CNDH. Nous avons travaillé avec la FENAPA pour la première initiative de loi. Nous avons travaillé avec l'ONG Inspire, nous avons travaillé avec la CNDH, nous avons travaillé avec l'honorable député pour cela. C'est-à-dire que notre contribution est attendue à tous les niveaux, en amont et voire même en aval. Nous, en tant qu'exécutif,
nous avons intérêt à avoir pas seulement la loi, mais il y a aussi des normes et standards de prise en charge dans les hommes, dans les hospices, dans toutes les structures d'encadrement des personnes de troisième âge. Auteur de la proposition de loi, les députés nationaux Dédé Mopassa ne veut pas y aller seul. Il compte sur l'implication de ses collègues députés nationaux pour son adoption. Alors nous sommes dans une très très bonne phase. Après toutes ces démarches-là, aujourd'hui, la loi a été déjà acceptée au niveau du Parlement, discutée en plénière, et maintenant c'est au niveau des commissions pour faire des inputs, des ajouts et tout ça. Et à cette phase ici, il est nécessaire qu'on puisse donner les rapports aux partenaires. Et c'est le sens même que des amis de la société civile nous ont approchés, ainsi que les droits de l'homme, pour savoir comment on va attaquer au retour à la rentrée qui aura lieu le 15 mars. À cette session, comment on va travailler on va évoluer avec la loi. Tous les participants à cet échange espèrent que cette loi soit adoptée pour soulager les personnes de troisième âge dont la plupart sont maltraitées. Une maltraitance due au fait qu'ils sont parfois considérés comme sorciers. Cette loi vise à assurer la prise en charge de ces personnes, même dans le milieu le plus reculé de la RDC. La cérémonie officielle de la remise de ces écoles achevées et entièrement équipées s'est déroulée au groupement Terré dans le secteur de Bahema-Diromo. Une activité présidée par les gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkasha-Majoni, à travers les projets Star RDC. La Banque mondiale matérialise ainsi son engagement en faveur de l'éducation dans cette province longtemps fragilisée par l'insécurité. Ces infrastructures scolaires bénéficient à 18 groupements des communautés ituriennes. Mais pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas que les 14 écoles qui ont été remises ce matin. Nous sommes déjà en pleine construction de 34 autres infrastructures qui, si Dieu le permet, nous reviendrons encore ici au mois de mai, personnellement, pour le remettre aux communautés. Pour les autorités coutumières du secteur des Bahema-Diromo, cette dotation est perçue comme une véritable bouffée d'oxygène. Ici au groupement, ces appuis de son excellence, monsieur le gouverneur, sont palpables à travers la construction des ponts bio, l'asphaltage en cours au-delà de la ville de Bunia, de nos routes de dessertes agricoles. Ces infrastructures constituent un véritable moteur de développement pour notre population. Il y en a beaucoup, mais nous en avons pris juste quelques exemples. Prenons la parole, le lieutenant-général Luboya Nkasha-Majoni, également commandant des opérations à Ituri, a appelé les gestionnaires des établissements et la population à la responsabilité. Malgré les défis sécuritaires et sociaux, l'Ituri avance résolument vers le progrès. C'est aussi l'occasion de rappeler que vous êtes non seulement des bénéficiaires de ces écoles, mais que vous devenez acteurs de leur protection et de leur bon fonctionnement. Au-delà des Bahema-Diromo, plusieurs changements structurels sont visibles à travers la province. Des signaux encourageants qui attirent aujourd'hui la curiosité des nouveaux investisseurs. Sous l'état des sièges, piloté par le lieutenant-général Luboya Nkasha-Majoni, l'Ituri a amorcé un tournant décisif dans son histoire. Au coin du boulevard Kindia, la poussière a laissé place au macadam et l'obscurité a cédé devant la lumière. Chaque jour, les contours du futur se dessinent un peu plus nettement. Dans ce quartier populaire de la commune de Nyakasanza, la promesse d'une urbanité réinventée prend forme. Les vieux murs fatigués s'effacent progressivement au profit des nouvelles lignes architecturales plus audacieuses et plus structurées. Kindia opère une mue spectaculaire. Regardez ces ampoules ici à Kindia. C'est vraiment une véritable réalisation. Avant, c'était vraiment de l'obscurité. Regardez aujourd'hui. Nous avons une seule autorité ici, en Ituri. Maintenant, ici, nous sommes inondés de joie à cause de ces développements dans notre avenue. Même les lampadaires, nous sommes à l'aise.
En tout cas, je suis inondé de joie. Je suis fier de Kindia. Avant, il n'y avait plus de développement. Mais pour le moment, Kindia a développé. Nous avons des lampadaires qui nous éclairent et également le macadam. Ces changements interviennent sous l'état des sièges piloté par les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Pour nombreux résidents, ces travaux renforcent les liens sociaux et redonnent confiance à une population longtemps confrontée à l'insécurité et au manque d'infrastructures. Aujourd'hui, là, nous sommes remplis de joie de voir notre quartier bien aimé atteint au moins un stade de développement. Dans ce quartier en pleine effervescence, ce n'est pas seulement une route qui s'est construite, c'est un véritable projet de vie qui s'installe. Chaque mètre carré devient un laboratoire de modernité. Kindia avance, Bounia observe et l'Ituri espère. Kindia change de visage, mais garde son âme. Un symbole fort d'un développement. Les musulmans sont prêts à débuter le mois sacré du Ramadan 2026 de l'apparition de la Lune au cours de ce mois de février. Pour l'un des responsables des musulmans à Lubumbashi, dans le sud-est de la RDC, cette pratique obligatoire pour tout musulman devrait débuter entre le 18 et le 19 février, suivant l'observation du croissant lunaire, seul élément déterminant pour fixer le premier jour du jeûne. En attendant l'apparition de la Lune, les chefs d'entité de la communauté islamique du Congo, Komiko du Haut-Katanga, El Hadj Hussein Ngoï, a appelé le musulman à se préparer spirituellement et à observer avec rigueur les prescriptions du Coran. Nous sommes au mois de Chaban et aujourd'hui c'est le 29e jour, donc pratiquement on peut déjà commencer à observer l'apparition de la Lune aujourd'hui, et si la Lune apparaît aujourd'hui, demain ça sera le premier jour du mois de Ramadan. Et si la Lune n'apparaît pas aujourd'hui, à ce moment-là, on va jeûner le jeudi, c'est-à-dire le 19 février 2026. Au fait, comme vous le savez, c'est le mois auquel le Coran est descendu comme guide et preuve claire de la bonne direction et de discernement. Donc tout musulman qui est en bonne santé doit nécessairement jeûner le mois de Ramadan pour permettre, disons, à la personne d'améliorer son comportement. Durant ce mois sacré, le jeûne de l'aube au coucher du soleil s'accompagne d'une intensification de prière, de la lecture du Coran et des actes de charité. Dans cette optique, la communauté islamique organise des collectes de vivres destinés à soutenir les personnes vulnérables sans distinction de religion dans un esprit de solidarité et de cohésion sociale. Le mois de Ramadan, c'est le mois de partage. Donc nécessairement, nous devons partager avec les indigents, ceux qui n'ont pas assez pour leur permettre de bien jeûner. C'est ainsi que déjà, par rapport à la communauté, nous avons fait la collecte des vivres que nous allons distribuer dans les mosquées, et il y a même d'autres entreprises qui commencent à emboîter les pas, qui commencent à nous demander d'amener les vivres auprès des mosquées, et vous allez voir effectivement cette année nous allons partager dans toutes les mosquées. Il y a même des entreprises qui vont commencer à amener les lots de nourriture pour ceux-là qui n'ont pas les moyens. Pendant 30 jours, les musulmans sont appelés à observer les jeûnes, à renforcer leur foi et à multiplier les actions de bienfaisance conformément aux enseignements du prophète Mohammed. Au-delà de l'abstinence, le Ramadan se veut un temps de partage, de tolérance et de renforcement de liens sociaux.